Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler encore de comportement politique. J'ai lu récemment un article dont je voulais vous parler parce que je le trouve intéressant. Il nous pose des questions que je trouve pertinentes. Alors, on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'un comportement politique ? Parce que si vous arrêtez 100 personnes dans la rue, je pense que vous aurez 100 définitions différentes. Donc vous me connaissez, on va essayer de définir les choses. C'est Jeffrey Pfeffer qui la donne. Le comportement politique englobe les activités menées au sein d'une organisation pour acquérir, développer et utiliser le pouvoir afin d'obtenir les résultats souhaités. Intéressant, hein ? Donc, toutes les activités qui me permettent d'acquérir, de développer et d'utiliser le pouvoir que j'ai afin d'obtenir les résultats souhaités. Donc, ce qui est intéressant dans cette définition de comportement politique, c'est qu'il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas comme dans les films, quoi. Alors, certains me diront, c'est pas forcément comme dans la réalité non plus. Alors, c'est un mode d'influence, le comportement politique, clairement. Il peut être formel ou informel. Mais est-ce que c'est un problème ? Mintzberg, très connu aussi, en sociologie des organisations, dit la même chose. Dans toute organisation, les leaders doivent être, ouvrez les guillemets, politiquement habiles, fermez les guillemets. Alors, le mot habile va peut-être vous déranger, mais c'est une compétence, c'est pas une tare. Un de mes chefs, que je salue au passage, salut Bertrand, disait, moi je fais pas de politique, mais suffisamment pour pas me faire marcher sur les pieds. Donc c'est intéressant, on va étudier un petit peu cette problématique de l'influence, et peut-être aussi finalement le lien avec les valeurs ou avec l'éthique. Pas toujours simple. Alors ce point de départ est important parce que en fait il déplace la question. C'est pas est-ce que votre entreprise est politisée ? La réponse est bien sûr qu'elle l'est, évidemment. Et on verra à la fin de l'épisode pourquoi. Mais pour moi la vraie question c'est politisée, d'accord, mais au service de quoi ? Et là, on va faire appel à la recherche dont je vous parlais. Alors, c'est une petite recherche, il faut prendre avec des pincettes, du coup. On est dans l'étude qualitative d'une petite quinzaine d'entretiens. C'est Kidron et Winiarski-Peretz qui ont publié en 2018 dans le Leadership and Organization Development Journal une étude sur ce qu'ils appellent l'iceberg politique. Alors, la définition de l'iceberg, elle vient de Hall, et puis elle est assez bien choisie. Cet iceberg, c'est une partie émergée, le comportement des gens, ce qu'on pourrait appeler finalement même pas le comportement politique, mais le résultat du comportement politique. Puis après, il y a tout ce qui est sous la surface de l'eau, et ça, c'est plus compliqué à étudier, puisque par définition, c'est sous la surface de l'eau. Alors, ce que la recherche documente depuis très longtemps, c'est justement la pointe émergée. Donc, les comportements visibles, comme les coalitions, le networking, le contrôle de l'information, la promotion de soi, etc. Et les effets sur la performance individuelle, d'équipe et l'engagement, et sur la culture. Et les effets sont généralement mauvais quand il s'agit de comportements politiques égocentrés. On y reviendra. Par contre, ce que la recherche explore peu, c'est la partie immergée, les motifs. Qu'est-ce qui déclenche le comportement politique chez les personnes ? Dans cette étude, 2 polarités motivationnelles apparaissent. La première, c'est la motivation au service de l'organisation. Obtenir des ressources, là où elles manquent, conduire un changement nécessaire, résister à un autre changement. Donc la compétence politique, dans ce cadre, c'est un outil au service du collectif. D'ailleurs, une étude de 2024 sur le changement organisationnel confirme que le leader dont les réseaux et la sincérité apparente sont élevés obtiennent davantage de soutien de leurs équipes. Donc les leaders bien connectés, qui sont sincères, apparemment, parce qu'on ne peut jamais vraiment le savoir, obtiennent davantage de soutien à leurs équipes. Donc, première motivation du comportement politique, c'est le service à l'organisation. Mais le deuxième, évidemment, c'est l'intérêt personnel. Avancement dans une hiérarchie compétitive, protection de position, accès à des avantages sur le système, etc., etc. Ces 2 masses d'iceberg coexistent, elles se superposent, elles s'entremêlent, se camouflent l'une sous l'autre. On en fait 2 polarités opposées, mais on voit bien que la nuance ou la limite entre les deux n'est pas forcément très claire.
Et c'est là que le problème commence vraiment. Surtout pour vous, en tant que dirigeant, en tant que cadre. Vous observez un comportement politique. Un collègue qui tisse des alliances, qui boit des cafés, qui dit pas tout à tout le monde, qui se positionne, on dirait, en coulisses. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, depuis l'extérieur, lire la motivation qui l'anime. Bon, est-ce qu'il fait ça pour mobiliser des ressources pour son équipe, parce qu'il a un projet important? Est-ce que c'est pour consolider une influence personnelle dont il aura besoin, parce qu'on va lui demander un gros changement bientôt? Est-ce que c'est pour les deux à la fois? Quelles sont les proportions de la partie personnelle, la partie organisationnelle? Est-ce que lui-même connaît, d'ailleurs, la différence entre les deux? Ce problème d'inférence, qu'on appelle l'inférence impossible, n'est pas anecdotique. Ce que ça signifie, c'est que le comportement observable est une donnée insuffisante pour le diagnostic. Je ne peux pas, à partir de ce que j'observe, tirer une conclusion sur « Ah, il est égoïste, il fait ça pour lui, pour sa propre motivation, ou il fait ça pour l'organisation. » Deux managers qui cultivent leur réseau avec la même intensité peuvent reposer sur des motivations radicalement différentes, et donc avec des effets systémiques opposés sur la culture et les trajectoires de leurs équipes. Une petite note, on remarque, on mesure une supériorité de la polarité organisationnelle sur la polarité individuelle. Et on le mesure comment? Par ses conséquences organisationnelles. On l'a vu avant au niveau du changement, mais il y a d'autres études qui montrent qu'effectivement, le comportement politique à des fins personnelles est souvent bien moins perçu. Aussi parce qu'il introduit toute une série de... comment dire ça? D'incertitudes pour les personnes avec lesquelles le manager travaille. C'est plus difficile à lire quelqu'un qui est égoïste. Quelqu'un qui développe ses capacités organisationnelles, c'est plus facile à lire. On voit mieux le lien entre le comportement observé, le réseautage, et le résultat. Il a obtenu XY pour le projet. Donc, ce problème d'inférence impossible, c'est central pour ne pas laisser les gens tirer des plans sur la comète, démarrer des rumeurs à propos d'une simple observation d'activité professionnelle. Ce qui est plus troublant, c'est qu'évidemment, le problème d'inférence ne s'arrête pas à la frontière entre nous et les autres. Il s'applique aussi à l'intérieur. Ouvrez les guillemets. J'ai compris ça tard, à la suite d'un épisode professionnel douloureux, celui dont je parle dans l'épisode 219 de ce podcast. Ce n'est qu'après que j'ai pu voir à quel point j'avais confondu des motivations légitimes et d'autres qui l'étaient moins, sans jamais avoir eu l'impression de me mentir. Fin de citation. Ça, c'est effectivement moi, dans l'épisode 219 de ce podcast, qui parle d'un épisode de comportement politique que j'avais très très mal interprété. C'est pas une question de mauvaise foi. C'est juste que cette opacité à soi-même, ça veut dire, pourquoi est-ce que je fais ça? Je suis boire un café avec mon chef. Ok. Pour quelle raison? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Et là, je pense qu'on se doit d'être honnête, rien que vis-à-vis de nous-mêmes. C'est le fonctionnement ordinaire d'une cognition qui cherche la cohérence. Cette pensée, tiens, faudrait que j'aille boire un café avec mon chef, elle va venir. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et en général, on aura tendance à rationaliser. Ah mais bien sûr, c'est pour obtenir de l'appui pour le projet X. Oui, mais ça va servir ta position aussi. Ça va servir ton influence auprès de ton chef. Donc, je pense résister à un mauvais changement quand en fait je résiste aussi à la remise en cause de mon territoire. Alors le territoire, c'est une notion intéressante parce qu'il est un petit peu à la limite entre la partie individuelle et la partie organisationnelle. Un territoire est organisationnel, mais la défense du territoire peut être quelque chose d'éminemment personnel. Donc, Kidron et Winiarski sont explicites là-dessus. Les motivations cachées opèrent souvent en deçà du seuil de conscience, sous l'iceberg. C'est pour ça qu'on les laisse cachées. J'ai peut-être de la peine à m'avouer à moi-même que je vais boire le café avec mon chef, pas pour obtenir soutien sur le projet, mais parce que j'ai envie qu'il me donne une promotion, parce que j'ai envie d'augmenter mon pouvoir personnel pour aucun autre but que d'augmenter mon pouvoir personnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas lire la motivation? Alors, 2 pistes en fonction de ce qu'on regarde. Si on regarde les autres, substituer le critère du comportement par le critère de l'effet.
Plutôt que d'observer le comportement et d'en tirer une conclusion, en disant « Ah, il va boire un café avec le chef, c'est un lèche-botte », se dire que la motivation, c'est essentiellement structurellement opaque. Par contre, les flux que l'événement produit, eux, sont observables. Où vont les ressources ? Qui progresse et sur quelle base ? Quelles décisions sont prises hors des circuits formels et au bénéfice de qui et comment ? Alors c'est pas parfait, mais c'est plus robuste que de tenter de juste lire l'intention. On essaie plutôt de deviner la trajectoire. Remarquez le verbe deviner. Et oui, dans deviner, il y a devin. Il y a une petite prise de risque. Il y a effectivement une prise de risque, je peux me tromper. Deuxième piste, pour soi-même, une question simple qui est empruntée à la philosophie morale. Si le comportement, boire le café avec le chef, avec ses conséquences sur autrui, était rendu entièrement visible, est-ce que j'assumerais ? Si quelqu'un me disait « T'es allé boire un café avec le chef hier ?» Je dirais « Ouais, je suis allé boire un café parce qu'on a discuté du projet XY et puis je voulais lui dire que j'étais pas satisfait d'eux. » Donc, la question simple, si ce que je fais était rendu visible, est-ce que j'assumerais ? C'est pas un test de pureté. Il s'agit pas d'avoir... on disait que la philosophie morale de Kant, en particulier, a les mains propres parce qu'elle n'a pas de mains. Et c'est ce qu'on a discuté lors du dernier épisode, 318, avec Machiavel. Machiavel, les gens l'aiment pas parce qu'il a les mains sales. Parce qu'il est dans la réalité. Donc, cette question de « est-ce que j'assume ?» c'est pas une question de pureté, de sainte nitouche, c'est vraiment un test de cohérence. Alors, il dissout pas l'ambiguïté. L'ambiguïté va peut-être rester pour vous, mais le fait de se poser la question, ça va nous forcer à regarder là où on préfère souvent ne pas regarder. Qu'est-ce qu'on peut conclure ? Temporairement, évidemment, vous savez, dans ces épisodes de podcast, c'est toujours une conclusion temporaire, mais le fait est que l'individu vit en groupe. Le professionnel vit dans son organisation, donc dans un espace de relation. Donc développer son autonomie individuelle en étant contraint par le groupe, et remarquez qu'on a là deux des moteurs majeurs de l'évolution humaine, l'autonomie et la contrainte du groupe, la vie en groupe, c'est une autre définition du comportement politique. Développer son autonomie en étant contraint par le groupe. Et ça, c'est essentiellement humain. Donc le comportement politique est essentiellement humain. Et il ne disparaîtra jamais. Il est dans chaque réunion de direction, dans chaque décision de promotion, dans chaque choix de qu'est-ce qu'on confie à qui. C'est toujours présent. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre à en voir davantage. Ça oui, ça on peut le faire. Mais à condition d'accepter que la partie la plus inconfortable à examiner, c'est pas toujours celle des autres. Certaines fois, c'est la nôtre. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.